Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une ligne qui fait beaucoup parler d'elle, la liaison ferroviaire Pau-Canfranc, dont une partie a pu être réouverte récemment après 40 ans sans circulation. Dans ce numéro d'Aiguillage, je vous présente Canfranc, le réseau à l'échelle N de l'association landaise des Amis des chemins de fer, qui était exposé à Euromodels à Châtellerault l'automne dernier. Canfranc, c'est une commune espagnole située juste de l'autre côté de la frontière avec la France, au débouché du tunnel du Somport. La ligne qui nous intéresse est internationale puisqu'elle a pour origine Saragosse et qu'elle rejoint Pau 300 km plus loin, après avoir vaillamment franchi les Pyrénées. Le passage de l'Espagne à la France est réalisé sous le tunnel du Somport, long de près de 8 km, à peu près à la moitié du parcours souterrain. À la sortie du tunnel, la gare monumentale de Canfranc, qui ne pouvait que tôt ou tard inspirer des modélistes ferroviaires. On s'est amusé à reproduire la gare et donc la maquette. On a reproduit 33 km de voies sur le réseau. La section qui est fermée actuellement suite à l'accident du pont de l'Estanguet en 1970. Le 27 mars 1970, un train de marchandises se dirigeant vers Canfranc est victime d'un accident qui aura comme conséquence la fermeture de la ligne. Alors qu'il s'engage sur les plus fortes rampes de son parcours, le convoi, tracté par deux locomotives Midi, les BB 4427 et 4235, se met à patiner sur les rails recouvertes de givre. Les deux mécanos descendent de leur machine, à court de sable dans leur sablière, pour disposer du ballast sur la voie. En l'écrasant au passage, ils espèrent bien que leur convoi retrouvera une adhérence suffisante. Mais c'était compté sans la malchance, signe sous lequel ce jour devait décidément être placé. La sous-station des Forges d'Abel, qui alimente en courant cette partie de la ligne, disjoncte, privant le convoi de son frein rhéostatique. La rame repart alors en marche arrière et dévale la pente, franchissant un passage à niveau à plus de 100 km/h. Celui-ci n'a même pas le temps de se fermer. Par chance, aucun véhicule ne se trouve à passer à ce moment précis. Le train fou continue sa route jusqu'au pont de l'Estanguet, où un wagon déraille, accroche le poncage qu'il traverse, entraînant son effondrement et celui de l'ensemble du convoi dans le lit de la rivière. L'accident, bien que très spectaculaire, ne fera pas de victimes, si ce n'est la ligne elle-même, qui ne sera jamais réouverte, le pont n'ayant jamais été reconstruit. Après plus de 45 ans de fermeture complète, une portion du trajet a néanmoins pu être réhabilitée. Alors ils ont rouvert, ils ont réinauguré la ligne jusqu'à Bedouce, de Pau-Oloron jusqu'à Bedouce, pour faire passer des TER. Et après la section de Bedouce jusqu'à Canfranc, il y aurait d'énormes travaux à faire, parce que depuis 40 ans que ça ne roule plus, il y aurait... Alors est-ce que ça en vaut le coup? Parce que le tunnel qui fait plus de 7 km 500 de long, il y aurait des gros travaux à faire pour y accéder. Malgré ce que pourrait laisser croire son bâtiment plus qu'imposant, la gare de Canfranc n'a jamais vu passer un trafic très important et la construction de la ligne avait déjà fait en son temps l'objet de très nombreuses tergiversations. C'est une autre raison qui a poussé Français et Espagnols à construire une gare d'aussi grande dimension. C'est une gare internationale et en 1928, la France et l'Espagne étaient des puissances coloniales qui étaient riches et quand on faisait quelque chose en commun, on faisait gigantesque. C'est un historien qui m'a raconté ça. Il n'y a jamais eu un gros trafic ni voyageurs ni marchandises, à part pendant la Deuxième Guerre mondiale, où là le trafic était important pour passer des marchandises. Si le trafic ferroviaire est fermé côté français, des trains circulent toujours sur le versant espagnol. Quant à la gare, elle devrait prochainement accueillir de nouveau des touristes, mais malheureusement, ils ne viendront pas prendre le train. Alors
la gare n'est pas abandonnée. Il y a toujours des trains qui montent depuis Saragosse et Raqqa par la Renfe. Il y a toujours des trains de marchandises qui montent des trains de maïs jusqu'au silo de Canfranc et après ça redescend par camion sur la France. La gare, elle a été rénovée il y a 3 ans je crois. Ils ont refait la toiture, ils ont fait des ravalements et elle va être transformée en hôtel parce que Canfranc est une station de ski qui se développe. Donc il faut des hébergements. L'idée de la construction d'une ligne transfrontalière germe du côté espagnol dès 1853. Mais il faudra attendre un peu plus d'une dizaine d'années avant que des études ne soient lancées côté français. Et la guerre de 1870 arrive, reléguant ce projet bien loin dans l'ordre des priorités. C'est la mise en œuvre du plan Fraissinet qui conduira à la pose d'un premier tronçon de voie entre Pau et Oloron-Sainte-Marie au début des années 1880. Ce plan avait pour objectif, en construisant plus de 9000 km de voies ferrées au niveau national, de désenclaver les régions les plus mal desservies. Si des discussions se poursuivent entre la France et l'Espagne au sujet de la ligne transfrontalière, c'est que l'objectif est de construire une voie ferrée permettant de desservir l'Afrique du Nord et ses colonies. Mais les désaccords sont nombreux sur le tracé à adopter. Les deux pays finiront par se mettre d'accord sur celui passant sous le col du Somport en 1904. Les travaux débutèrent alors, mais furent régulièrement interrompus par des problèmes techniques ou financiers, puis par la Première Guerre mondiale. Ce n'est finalement que le 18 juillet 1928 qu'un train inaugural fit son entrée dans la gare de Canfranc. Malheureusement, il semblerait que bien peu d'efforts aient été faits pour que la liaison Saragosse-Pau fonctionne de façon optimale, tant d'un point de vue technique que pratique. Une rupture de charge était imposée du fait de la différence d'écartement des voies entre les réseaux espagnols et français. Les contrôles occasionnés par le passage en douane s'avéraient particulièrement longs. Les correspondances n'étaient pas assurées, et pour beaucoup, l'accident de 1970 fut un excellent prétexte avancé par certains pour ne plus investir sur cette liaison. Il reste que la section de ligne comprise entre Bedous et Canfranc, parcourant la vallée de l'Aspe, traverse des paysages magnifiques et franchit de nombreux ouvrages d'art dignes d'intérêt. Il n'en fallait pas plus pour motiver une équipe de modélistes venus de Mont-de-Marsan dans les Landes pour en étudier l'évocation à échelle réduite. Nous, on a reproduit la ligne en faisant des photos, des films, des documents, et on a reproduit la ligne avec tous ces ouvrages d'art et ces tunnels. Bon, il manque 2 ponts et un tunnel sur la ligne. Mais sinon, on a voulu rendre le cachet des Pyrénées tel qu'on est. Pourtant, je ne suis pas de là-bas, hein. Mais même, bien que Mont-de-Marsan, ça ne soit pas très loin. Non, on a voulu, c'est un exercice de style qu'on a fait. Bon, au départ, tout le club, toute l'association s'y est mise. Puis après, bon, vu l'ampleur du travail, ils l'ont un peu abandonné. Mais, bon, on a réussi quand même à faire marcher la maquette. Elle a été commencée en 1993 et on a mis 3 ans pour la faire. Une maquette dont la construction s'est terminée dans la salle à manger de Bruno Liénard. Et même si elle est à l'échelle N, ses dimensions sont forcément imposantes. Elle est composée de 14 modules et son empattement est de 6 mètres sur 9. Pour reproduire un réseau comme ça et pouvoir le transporter, il n'y avait que cette échelle-là. En chaud, il m'aurait fallu un semi-remorque. Là, bon, dans une remorque bagagère aménagée, on arrive à le transporter. Le plus dur a été de trouver les tracés du réseau. Et c'est en regardant comment font les Américains. Ils font des réseaux très tortueux, très torturés en voie unique. Ça m'a donné l'idée de faire ce tracé comme ça et d'utiliser un peu le genre décor de théâtre, c'est-à-dire qu'on voit le réseau d'un côté mais on ne voit pas l'autre côté. Donc il faut faire tout le tour de la maquette pour la découvrir. Sur la maquette comme sur le terrain, le dénivelé est sévère.
Entre Oloron-Sainte-Marie et Canfranc, la rampe est quasiment continue. En 50 km, les trains s'élèvent de près de 1000 mètres en altitude. Sur le réseau, la différence de niveau est ramenée à 40 cm, qui sont franchis notamment grâce à 2 rampes hélicoïdales. En réalité, sur la ligne, il y a le tunnel de Sayers, qui est un tunnel hélicoïdal, qui a un dénivelé de 60 mètres et qui fait 1800 mètres de long. Donc, sur la maquette, au lieu de faire un tour, on a fait 2 tours pour avoir une différence de niveau un peu plus importante. Je vous dirais, c'était une erreur parce qu'on paye plus cher au péage d'autoroute. On a la remorque qui dépasse les 2 mètres. Sinon, à l'autre partie, on a un module de fonctionnement qu'on voulait cacher et puis on l'a laissé apparent parce que ça montre comment nous, modélistes, on fait des réseaux sur plusieurs niveaux. Donc ça intéresse le public. Il y a 40 cm de dénivelé, avec des rampes de 2 cm par mètre maximum, pour ne pas fatiguer les machines. Et on a digitalisé le réseau il n'y a pas très longtemps, pour avoir plusieurs trains qui fonctionnent sur la maquette, comme ça les gens voient passer, voient toujours du mouvement, quelle que soit la partie du réseau visible. Du mouvement que l'on aimerait revoir également sur la ligne réelle qui a inspiré la maquette, mais cela risque de prendre encore un peu de temps. Avec l'ouverture des frontières, les préoccupations environnementales et le transfert vers les régions de l'organisation des transports ferroviaires à l'échelle locale, il se pourrait que la donne change. Déjà à l'été 2016, le tronçon d'Oloron à Bedouce a été remis en service. L'avenir de la section conduisant jusqu'à Canfranc n'est en revanche toujours pas assuré, même si plusieurs associations locales et nationales, ainsi que des élus militent en faveur de cette réouverture qui permettrait à cette très belle vallée de l'Aspe de respirer de nouveau, alors que pour l'instant tout le transit entre la France et l'Espagne, passant par le Somport, se fait par la route. La semaine prochaine dans Aiguillage, nous resterons à l'exposition Euromodels de Châtellerault. Je vous présenterai le réseau à l'échelle HO, celui-ci, du club Rail 86. Et nous irons rendre visite à une famille célèbre dans sa ferme, les Baudin. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires. Et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage. Et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à la newsletter d'Aiguillage en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, si vous souhaitez qu'une 10e saison d'Aiguillage puisse exister dans les prochains mois, devenez un aiguillonnaute VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.